Salam alaikum jami'an, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors ceci est un complément du cours d'entrepreneuriat destiné aux étudiants SMP S6. Alors donc ça c'est une première partie, d'autres parties vont suivre peut-être par la suite. Alors pour ceux spécialement que j'encadre, donc pour cette année nous avons choisi 4 thématiques que nous souhaitons aborder à travers les différents projets. Alors la première thématique, c'est les énergies renouvelables. La deuxième, c'est le recyclage et la valorisation des déchets. Et là, nous parlons de tout type de déchets. Troisième thématique, c'est le traitement des eaux, qu'elles soient potables ou usées. Et enfin, l'impression 3D. Donc chaque groupe est censé choisir un projet en relation avec une ou plusieurs thématiques. Alors sur un rapport, ou en fait dans le déroulement du projet, vous devez suivre un certain plan de travail. Ce plan, alors ce que vous voyez ici, c'est pas un plan exhaustif, mais vous y trouverez la plupart des éléments qui doivent figurer dans un travail, dans un rapport. Alors, en premier lieu, il y a l'introduction de la problématique ou de la thématique. Donc là, vous allez dire quel problème qui vous a incité à choisir votre idée. Quelle est cette problématique qui dérange les gens et sur laquelle vous souhaitez travailler? Ou bien, quelle est la thématique que vous avez choisie et pourquoi ce choix? Je prends le cas des énergies renouvelables. Il faut expliquer le contexte. D'accord? Pourquoi vous voulez travailler sur les énergies renouvelables et quelle est l'importance des énergies renouvelables dans le monde actuel, spécialement au Maroc. Alors, une fois on aborde la problématique, donc c'est une introduction vers notre idée. Et là, alors on va présenter l'idée du projet. Alors, suite à l'idée, à la présentation de l'idée, nous attaquons l'analyse du marché. On va la voir tout de suite, en voyant un peu tous les éléments qui doivent figurer dans une analyse du marché. Puis, on va présenter l'entreprise et son organisation. Ensuite, on va présenter les différents produits que l'entreprise propose à ses clients. Et suite à ça, il va y avoir l'ensemble des différents plans, à commencer par le plan technique. Et là, nous allons présenter notre solution technique. Et c'est ici qu'on va parler du prototypage. Puis, il y a le plan de production. Alors, comment vous souhaitez lancer la production de vos produits, à quelle cadence, avec quelle équipe, etc. Donc, quelle architecture de production. Ensuite, il y a le plan marketing. Et là, on va parler principalement du marketing mix. Puis, il y a la partie financière. Donc là, on va parler plus analyse des coûts financiers. Et enfin, il y a la partie stratégie de développement. Et on terminera par une conclusion avec les différentes perspectives liées à votre projet. Donc, alors dans cette présentation, nous allons essayer d'aborder un certain nombre d'éléments qui vont vous servir dans votre travail sur votre projet. Alors, à commencer par la présentation de l'idée. Alors, généralement, avant de commencer, et ça on l'a vu pendant les séances de TD, donc vous êtes censé former des groupes, maximum de 10 personnes. Et au départ, une fois que vous faites le tour pour vous présenter, pour vous connaître, donc là vous faites une séance de brainstorming. Alors brainstorming, c'est une technique de créativité qui permet de sortir les différentes idées. Et en fait, l'élément clé dans le brainstorming, c'est que toutes les idées sont les bienvenues. Alors, une fois que vous faites le brainstorming, vous essayez de trouver quelle est votre idée après avoir choisi au départ la thématique sur laquelle vous voulez travailler. Et là, vous essayez de répondre à ces 5 questions. Alors, première question, c'est quoi votre idée? Deuxième question, qui sont vos clients? À qui vous souhaitez vendre votre produit ou votre service? Troisième question, c'est quoi la proposition de valeur? Alors, c'est quoi la valeur ajoutée
que vous apportez aux clients. Pourquoi? Alors, pourquoi les clients achèteraient-ils le produit et l'utiliseraient-ils? Donc, quelle est votre proposition de valeur? Puis, il y a les canaux de distribution. Alors, comment allez-vous vendre votre produit ou service? Donc, comment vous allez accéder à votre clientèle? Et enfin, quelles vont être vos sources de revenus? Alors, généralement, cette dernière question elle est assez simple parce que généralement, si on vend un produit, donc ça va être la vente du produit lui-même. Mais pour certains cas, c'est pas aussi simple que ça. Je peux offrir un service gratuit, mais derrière, je peux gagner des revenus à travers, je sais pas, des frais de maintenance, des frais de licence, etc. D'accord? Donc voilà, donc quand on présente l'idée, on est censé apporter des éléments de réponse à ces 5 questions. Alors maintenant qu'on a terminé avec la présentation de l'idée, on va passer à l'analyse du marché. Alors l'analyse du marché, c'est un élément essentiel dans votre projet parce que l'écoute du marché est primordiale pour la réussite d'un projet. D'accord? Il faut savoir, il faut apprendre à écouter le marché. Alors quand on parle d'étude de marché, certains parmi vous vont penser directement aux clients, mais en fait c'est plus global que ça. Et alors, dans une étude de marché, il y a 4 blocs qui sont aussi importants l'un que l'autre. Alors, ça commence par la demande. Alors, la demande, c'est les clients potentiels. Donc, quand on veut lancer un nouveau produit ou un nouveau service, il faut savoir qui va acheter mon produit. Et donc là, on va s'intéresser aux clients potentiels. Et c'est là où c'est important d'écouter le marché. Il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai un super produit, ça va marcher à coup sûr. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut descendre sur le terrain, écouter les gens, essayer de déceler un peu quels sont les besoins pour que mon produit puisse répondre aux besoins du marché. Donc ça, c'est la première partie, c'est identifier les clients potentiels, les niches de clients sur lesquels je vais me concentrer. Deuxième élément qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle l'offre. Alors, quand vous voulez rentrer sur le marché avec un nouveau produit, il faut savoir que vous ne serez pas les seuls. Il y a déjà d'autres concurrents qui sont déjà sur le marché. Et donc, il faut étudier l'offre qui existe sur le marché pour essayer de se différencier par la suite par rapport à ces concurrents. Et là, il faut noter qu'il y a les concurrents directs et indirects. Je peux avoir un concurrent qui propose le même service ou le même produit que j'aimerais proposer au marché. Et on a ceux qui sont indirects. Ils vont pas proposer la même chose, mais ils répondent généralement aux mêmes besoins. D'accord? Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui, je sais pas, je suis en train d'éditer un journal papier, ben les autres éditeurs de journaux, ils vont être des concurrents directs. Par contre, quelqu'un qui fait en fait, qui propose un journal électronique, ben ça peut être un concurrent indirect. Il n'utilise pas le même, c'est pas le même produit, mais en fait, ce qu'il propose comme offre, elle répond aux mêmes besoins de la clientèle. Voilà. Euh, donc voilà pour l'offre. Troisième élément qui est aussi très important, c'est la réglementation. Alors la réglementation, ça veut dire quelles sont les lois en vigueur qui sont appliquées dans notre pays en relation avec la thématique sur laquelle nous travaillons. Je donne un exemple simple pour illustrer l'importance de la réglementation. Vous savez, il y a quelques années, oui, il y a presque, je pense, 1 année et demie ou 2 ans, il y a eu la loi sur le plastique, ce qu'on appelait Zero Mica. Donc, à un certain moment, les gens qui fabriquaient des sachets plastiques, ils étaient contraints d'arrêter leur production et de passer à de nouveaux produits qui respectent l'environnement. Donc, quelqu'un qui allait se lancer dans la même thématique et qui n'avait pas connaissance de cette réglementation, ben il allait perdre son argent parce que si vous choisissez d'acheter des machines pour produire des sachets plastiques alors que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau de la loi, et généralement,
on doit s'intéresser pas que sur les lois qui existent, mais sur les lois qui vont venir. Parce que c'est ça, il faut anticiper le changement. Il y a même des sociétés qui vont plus loin, qui vont même aller créer un lobby pour défendre leur intérêt avant que la loi sorte sur le marché, voilà, avant que ça soit appliqué. Donc voilà, donc la réglementation est très importante pour quelqu'un qui veut se lancer, surtout pour certaines thématiques qui sont précises, qui sont en relation avec l'agroalimentaire, avec la santé, avec des, on va dire, avec des secteurs qui sont critiques pour le pays. Et enfin, on ne va pas réussir à sortir le produit si on ne s'intéresse pas aux fournisseurs. Et donc là, il y a une étude qui doit se faire au niveau des fournisseurs. Est-ce que c'est des fournisseurs locaux ou à l'étranger? Est-ce que il y a des éléments importants sur lesquels on doit se poser la question, savoir le prix, à quel prix je vais acheter ma matière première. Il y a aussi la qualité de la matière première que je vais acheter. Et un élément très important, c'est le délai de livraison. Parce que si j'ai un fournisseur à l'étranger et que pour commander ma matière première, il me faudra 3 à 4 mois pour avoir ma marchandise, ben ça peut ne pas plaire à mes clients potentiels. D'accord? Donc, une étude de marché in fine, donc, elle englobe ces 4 éléments, à savoir la demande, client, c'est les clients potentiels, l'offre, c'est les concurrents directs et indirects, la réglementation, c'est les lois en vigueur en relation avec la thématique choisie, et enfin les fournisseurs qui vont fournir la matière première. Donc voilà pour l'analyse du marché. Alors passons maintenant à l'organisation de l'entreprise. Alors j'avais fait il y a je pense l'année dernière, même l'année d'avant, un brainstorming sur les différents services qui peuvent exister dans une entreprise. Alors pourquoi on fait ça? Pour essayer de vous ouvrir les yeux sur les différents services qui peuvent exister dans une entreprise, pour savoir que l'entreprise, c'est pas quelque chose de simple, d'aussi facile. Il faut savoir qu'il y a différents départements, différents services, et là on a listé les différents services qui nous passent à l'esprit. Alors, premier service, c'est la direction. Donc, c'est le top management. C'est donc la direction de l'entreprise. Donc, généralement, il y a le directeur général, il y a les différents directeurs des départements qui font partie de la direction. Deuxième service, c'est le service marketing. Alors, le service marketing, c'est là où travaillent les gens qui montent ou qui élaborent les plans marketing. Alors, quand je dis plan marketing, on va en parler juste après. Donc, ce sont les gens qui vont élaborer les plans qui permettent de faire de la publicité, qui permettent d'élaborer le prix de vente, qui permettent de choisir les canaux de distribution, etc. Donc tout ça, c'est le service marketing. Ensuite, il y a le service commercial. Donc c'est les commerciaux qui assurent la vente du produit. Donc eux, leur vrai souci, c'est la vente du produit. Ensuite, il y a le service production. Donc ça, c'est vraiment l'équipe, les ouvriers, les techniciens qui assurent la production au niveau des machines. Ensuite, il y a le service maintenance. Ça, ce sont les techniciens spécialisés qui font de la maintenance préventive ou donc ce qu'on appelle la maintenance autonome aux machines, soit pendant l'arrêt ou quand il y a une panne. Il y a aussi le service des achats. Alors, le service des achats, c'est le service qui assure l'achat de la fourniture, des consommables, de tout ce qui est en fait, tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon déroulement des activités au sein de l'entreprise. Il y a aussi le service technique. Alors ça, c'est l'ingénierie. Donc c'est le service qui s'occupe du lancement en fait de l'installation d'une nouvelle machine, la conception d'un nouveau produit, etc. Donc tout l'aspect technique. Alors un service très important, c'est le service de qualité. Donc c'est là où travaillent les gens qui vont assurer que le produit que ce soit le produit fini ou la matière première qui respectent les normes de qualité. Ensuite, il y a le service de sécurité. Alors, c'est un service qui assure qu'on respecte les normes de sécurité au sein de l'entreprise et qui essaie de prévenir les différents incidents de travail. Alors, ensuite, il y a le service logistique. Le service logistique, c'est le service qui assure la bonne planification
de l'achat de la matière première, au planning de production, au planning de vente de produits finis, etc. Alors, toute la chaîne logistique, ce qu'on appelle la supply chain. Donc, ça, c'est donc les gens qui assurent cette cohésion entre les différents services pour assurer une bonne chaîne de supply, donc d'approvisionnement, c'est le service logistique. Alors, tout ça, on le fait avec des ressources humaines. Et donc, le service ressources humaines, c'est le service qui assure la paye des employés, leur recrutement, leur licenciement, leur service, tout ce qui est en fait service social, que ce soit l'assurance maladie, euh, il y a aussi l'infirmerie, etc. Donc tout ça, ça rentre au niveau quand on a besoin d'attestation, quand on veut avoir un prêt, quand on veut avoir tout ce qui est service social, donc ça rentre dans la partie donc service RH et essentiellement tout ce qui est recrutement. Le service financier. Alors il y a le service financier, le service de comptabilité. Alors le service de comptabilité, en fait, il fait tout ce qui est comptabilité de base, qui assure à ce que il y a la déclaration, les différentes déclarations des impôts, des taxes, etc., qui se font à temps, le dépôt du bilan, donc tout ce qui est dépôt comptable qui doit se faire à temps. Alors, le service financier, c'est un service encore plus développé qui va aller dans le détail et qui va analyser les coûts pour voir comment optimiser les marges, comment assurer la présence du cash, comment assurer que la trésorerie soit en bonne forme, etc. Donc ça, c'est le service financier. Il y a aussi, pour certaines entreprises, le service juridique. Alors, le service juridique, il va assurer tout ce qui est en relation avec, que ce soit en termes de droit juridique, en fait, que ce soit en termes de création juridique d'entreprise, mais aussi tout ce qui est service quand il s'agit de propriété intellectuelle, de protection de la propriété intellectuelle, quand il s'agit de protéger ses droits sur le marché, etc. Alors, il y a aussi d'autres services. Alors, il y a le service R&D. Le service R&D, c'est le service qui fait de la recherche et développement. Donc, quand il s'agit de développer un nouveau produit ou de sortir un nouveau service, une nouvelle formule, un nouveau service, etc. Donc, il y a toute une équipe qui fait du développement et de la recherche appliquée. Il y a aussi le service informatique qui assure que tout ce qui est serveur, PC portable, téléphone, etc., que tout ça fonctionne et que le réseau ne tombe pas en panne, etc. Il y a aussi le service recouvrement. Alors, le service recouvrement, il est en liaison directe avec le service commercial. Donc, il assure que le paiement se fait à temps et qu'on arrive à verser les chèques, les traites, etc., pour avoir de l'argent. Parce que un commercial, il va vendre, mais derrière, il faut assurer qu'on va être payé sur ce qu'on a vendu. Il y a aussi le service process. Alors, le service process, c'est tout ce qui est contrôle process, donc qui assure à ce que les machines fonctionnent dans les normes. Ça permet de faire le suivi, tout ce qui est pression, température, tout ce qui est paramètres physiques, physico-chimiques des machines et, et, et qui assure à ce que les paramètres process soient en norme. Et enfin, il y a le service de stockage, alors qui assure un bon stockage de la matière première, des produits semi-finis et des produits finis. Voilà, donc tout ça, c'est un brainstorming des différents services qui peuvent exister dans une entreprise. Et pourquoi on vous fait tout ça? C'est pour vous donner une idée sur l'entreprise elle-même, comment elle peut être organisée et comment, à vous, en tant que groupe, de vous organiser pour couvrir un peu l'ensemble de ces éléments. Pas tous, mais une bonne majorité qui doivent parce que généralement c'est des services qui doivent exister dans une entreprise qui se respecte. Alors voilà pour l'organisation de l'entreprise. Maintenant, alors je vais essayer de faire un peu vite. Alors ça c'est en fait on va parler de ce qu'on appelle le cycle PDCA. Alors c'est quoi le cycle PDCA? C'est le cycle Plan, Do, Check, Act.
on l'appelle aussi la route Deming, et on va parler aussi de l'amélioration continue. Alors, c'est quoi ce cycle? Alors, c'est ce cycle, ce qu'on appelle la roue de Deming, c'est le cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Alors, généralement, dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel, quand on veut lancer un projet, ou quand on est dans le process de lancement d'une nouvelle activité, il y a toujours ce process qui doit se lancer en continu, qui va se répéter au fur et à mesure. Alors, au départ, on commence par planifier l'action. Alors, par planifier, on veut dire établir les objectifs, les processus nécessaires pour répondre aux exigences des clients et à la stratégie de l'entreprise. Donc là, on va commencer par planifier, par mettre des plans qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Une fois on fait la planification, donc là, on va passer à l'action. Donc, c'est le do. Donc là, on va faire, donc mettre en œuvre les processus. Donc, on va exécuter ce qu'on a planifié au départ. Donc, une fois on termine le do, on passe au check. Au check, alors le check, c'est la vérification. Donc, on va s'assurer si les résultats qui ont été atteints, ils sont en ligne avec ce qui a été planifié au départ. Et en fonction de l'écart qui va exister entre ce qui a été fait et ce qui a été planifié, il y a le acte. Alors le acte, on va agir pour rectifier le tir, pour voir là où ça n'a pas marché, pour que ça marche par la suite, et ainsi de suite. Et c'est un cycle qui continue. Alors retenez ce cycle parce que c'est un cycle qui peut vous servir énormément, même dans votre vie personnelle, dans vos projets, vos différents projets, que ce soit personnels ou professionnels. Alors maintenant, laissez-moi vous parler du cycle de vie d'un produit. Alors un produit, il a un cycle de vie qui englobe 4 phases. Alors il y a ce qu'on appelle l'introduction sur le marché, il y a la croissance, la maturité et le déclin. D'accord? C'est comme l'être humain. L'être humain, quand il naît, il va croître, il va atteindre la maturité et après, il y a le vieillissement. Alors le cycle de produit suit à peu près la même courbe. Et là, vous voyez en fait le développement. En fait, là, c'est le volume des ventes. C'est les ventes en fonction du temps. Et vous voyez qu'au départ, ça commence de zéro, ça commence à monter, ça va croître. Et à un certain moment, ça va se stabiliser. C'est là où on réalise le maximum de ventes. Et comme chaque chose a une fin, donc là, le produit va commencer donc les ventes vont commencer à descendre. Et c'est la phase de déclin. D'accord? Alors, la phase de lancement, donc l'entreprise cherche à promouvoir son produit afin de sensibiliser sa clientèle cible. Les coûts liés à cette phase de lancement dépassent souvent les gains réalisés. Alors, l'entreprise doit réaliser des dépenses promotionnelles pour informer les clients, les inciter à l'acte d'achat et assurer une bonne distribution du produit. Donc, généralement, c'est là où on va dépenser beaucoup d'argent pour lancer le produit sur le marché. Alors, la phase de croissance, donc le produit commence à générer du profit et devient de plus en plus rentable. Donc, c'est ce qu'on a vu, la deuxième phase de croissance. Les dépenses promotionnelles comme la publicité restent nécessaires. Donc, on continue toujours à dépenser en termes de publicité et promotion du produit. Donc, il faut encourager la croissance de votre produit pour qu'il reste sur le marché le plus longtemps possible. Alors ensuite, il y a la phase de maturité. Alors ça, c'est une phase qui dure plus longtemps. Les ventes augmentent moins vite. Donc là, il y a une stabilité au niveau des ventes. Dans cette phase critique, il faut surtout trouver l'avantage concurrentiel qui va vous différencier de vos clients. Donc là, on essaie de créer cette différenciation par rapport aux concurrents. Et enfin, il y a la phase de déclin. Alors les clients changent d'habitude de consommation. Vous pouvez augmenter votre profit en réduisant d'autres coûts comme la publicité ou autre. Donc généralement, là, on commence à réduire nos frais de publicité pour marger plus. Et généralement, si je reviens ici, euh, ça c'est important parce que, alors généralement, quand on est là, quand une entreprise, parce qu'une entreprise, elle n'a pas un seul produit. Donc, généralement, quand on lance un produit, alors en parallèle, on va lancer un deuxième. Donc, au moment où il y a la maturité d'un produit, donc généralement, on commence à introduire de nouveaux produits de telle manière à ce que, quand il va commencer, ce produit-là, il va commencer son déclin, ben, il va y avoir d'autres produits qui vont prendre la relève. OK? Alors maintenant, nous allons passer au marketing mix. Alors le marketing mix, on l'appelle aussi la théorie des 4 P.
Donc, il a été élaboré pour encadrer une stratégie marketing. Cette notion représente l'ensemble des outils marketing que l'entreprise doit activer de façon cohérente pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. Alors, je vous explique un peu et on va voir directement les composantes. Alors, quand on parle marketing mix, il y a ce qu'on appelle les 4 P. Donc, il faut s'intéresser à ces 4 P pour réussir un plan marketing. Alors, le premier P, en anglais, c'est products. Products, donc c'est produits. Donc, il s'agit de la stratégie de gamme, des caractéristiques techniques du produit, du design et du packaging. Donc, dans un plan marketing, on s'intéresse au premier plan, on s'intéresse aux produits. Donc, il faut s'intéresser aux produits. Comment faire pour développer une stratégie produit avec les différentes gammes, les différents produits de la gamme, comment travailler le design, comment travailler le packaging pour que vraiment le produit soit attractif. Comment faire pour que mon produit se vend de la meilleure manière. D'accord? Alors le produit, c'est important, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont aussi importants, à savoir le prix. Donc le deuxième P, c'est price, et donc c'est le prix. Donc la fixation du prix est un élément clé de la stratégie d'un lancement de produit. Plusieurs méthodes existent pour définir le prix optimal sur lequel positionner un produit sur le marché. Alors le deuxième P, c'est le prix. Donc il faut savoir se positionner en termes de prix. Je peux avoir comme stratégie, par exemple, si je rentre sur un marché et qu'il y a des concurrents qui ont déjà leur part de marché, je peux décider de réduire, de rentrer avec un prix plus bas que les concurrents. Et on a d'autres qui veulent se placer sur la concurrence. Ils vont se placer sur le prix de la concurrence, etc. Si je veux lancer un produit de luxe, il faut que je me positionne en dessus du prix proposé par les concurrents. D'accord? Donc, il faut définir sa stratégie de prix. Troisième P qui est aussi important, c'est place. Donc, on a vu product, price, place. Alors, place, c'est la distribution. Alors ici, il s'agit de choisir quels sont les canaux de distribution qui vont être utilisés pour vendre mon produit. Est-ce que je vais le vendre dans des magasins spécialisés? Est-ce que je vais le vendre dans les grandes surfaces? Est-ce que je vais le vendre dans les souks? Est-ce que je vais les vendre sur un site web, un site de vente en ligne, etc. Donc il faut assurer. Est-ce qu'il va y avoir des vendeurs indépendants qui vont se déplacer pour vendre mon produit, qui vont faire du porte-à-porte, etc. Donc ça, c'est le troisième P. Et enfin, promotion. Alors promotion, c'est la publicité, c'est la communication que nous allons faire autour de notre produit. Donc cet élément, il englobe toutes les actions de communication mises en place pour faire la promotion du marque, d'un produit ou d'un service. Donc voilà, donc pour résumer, le marketing mix, il se base sur la théorie des 4 P. Le produit, donc il faut développer une stratégie produit pour que la valeur ajoutée du produit soit vraiment attractive pour les clients. Le prix, il faut avoir une stratégie prix qui va te permettre de te positionner sur le marché. Il y a le place, donc les canaux de distribution. Et enfin, promotion, c'est les actions de communication et de publicité du produit. Alors, terminons avec, il nous reste encore 3 slides, terminons ou 4. Alors, on va parler de 2 analyses qui sont importantes. La première, c'est l'analyse SWOT et la deuxième, c'est l'analyse PESTEL. Alors, l'analyse SWOT, elle correspond, alors chaque lettre, elle correspond à un nom. Alors, S, c'est strengths, ce sont les forces. W, donc c'est weaknesses, ce sont les faiblesses. O, c'est opportunities, donc les opportunités. Et T, c'est threats, c'est les menaces. Donc soit force, faiblesse, opportunité et menace. Alors c'est un outil de planification stratégique qui permet de réaliser le diagnostic externe et interne. Voilà, alors je ne vais pas tout lire, je vais passer directement à, à la matrice SWOT. Alors la matrice SWOT, pour faire simple, il y a, en fait, c'est réparti en 2 blocs. Il y a la partie interne et la partie externe. Donc là, en fait, on va faire une analyse interne de la société. Alors, et ici, nous avons 2 blocs. Il y a tout ce qui est positif, il y a tout ce qui est négatif. Donc, si je prends l'analyse interne,
Donc, je vais essayer de voir au niveau de ma structure quelles sont mes forces, quels sont les éléments positifs que j'ai dans mon projet, donc, dans ma société. Alors, quelles sont mes forces et aussi quelles sont mes faiblesses, sur quoi je dois travailler pour m'améliorer et pour atteindre mes résultats. Donc, sur quoi je peux me baser en tant que force et quelles sont mes faiblesses. Alors, je fais la même chose pour le côté externe. Donc, je vais analyser mon environnement externe, à savoir quelles sont mes opportunités, quels sont les éléments positifs dans mon environnement qui vont me permettre de réussir encore et de gagner plus de parts de marché, et quelles sont les menaces qui peuvent venir. C'est là où on a parlé d'anticipation. Donc, il faut que j'anticipe si, par exemple, il y a une loi qui va venir et qui va menacer mes parts de marché ou qui va menacer complètement mon marché, alors là, il faut vraiment que j'anticipe ça. Donc, quelqu'un qui fait bien une analyse SWOT de manière un peu régulière, donc il va s'assurer qu'il va garder ses parts de marché, il va peut-être gagner plus de parts de marché et bien sûr, ça va assurer la réussite de son entreprise et sa pérennité, bien sûr. Donc ça, c'est l'analyse SWOT. Alors, je termine par l'analyse PESTEL. Alors, l'analyse PESTEL, c'est un outil marketing. En fait, c'est un outil euh, qui, euh, en fait, qui est plus stratégique pour les grosses structures parce qu'en fait, on en fait de l'analyse de ce qu'on appelle le macro-environnement. Alors, c'est un acronyme qui reprend donc, la première lettre de chaque partie de l'analyse. Alors, P, c'est politique, E, c'est économique, S, c'est sociologique, T, c'est technologique, E, c'est écologique et L, c'est légal. Alors, l'analyse PESTEL, elle fait généralement partie de l'analyse stratégique et doit aboutir à l'identification des facteurs les plus influents sur le marché, la société ou l'industrie étudiée. Alors, ça, c'est un schéma. Moi, j'aime plutôt parler, quand je montre les schémas, c'est plus clair, c'est plus facile pour vous. Donc, PESTEL, c'est politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. Donc, quand j'ai une organisation, et c'est valable surtout pour les multinationales qui souhaitent s'installer dans un pays, donc avant de s'installer, il y a besoin de faire cette analyse. Cette analyse a commencé par, alors P, ça commence par l'aspect politique. Donc, quand une société veut s'installer dans un pays, elle a besoin de savoir un peu c'est quoi la politique fiscale du pays, est-ce qu'elle va être protégée, est-ce qu'il y a des lois qui la protègent, est-ce que en fait, l'état du pays est-ce que l'État permet en fait une bonne installation, est-ce qu'il n'y a pas de risque par la suite, je ne sais pas. S'il y a une instabilité politique, ben, ça ne va pas encourager une multinationale à venir s'installer. D'accord? Si je prends le cas aujourd'hui, le cas du Maroc, je pense que l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique euh, n'allait pas s'installer au Maroc s'il n'avait pas vu un signe positif en fait de la politique souveraine du pays. OK? Alors, deuxième élément, c'est l'économie. Donc, il faut aussi étudier l'aspect économique du pays alors, en termes de facteurs clés, savoir les cycles économiques, l'évolution du PNP, la politique monétaire aussi. Ça, c'est très important. Il y a aussi l'aspect socioculturel, la démographie, la distribution des revenus, la mobilité sociale. Il y a aussi l'aspect technologique. Alors, quelles sont les nouvelles découvertes? Quelles sont les dépenses publiques de R&D? Est-ce que c'est un pays qui s'intéresse à la R&D ou pas, etc. Il y a aussi, ça c'est important, l'aspect écologique, donc l'environnement. Est-ce qu'il y a une culture écologique dans ce pays? Est-ce que il s'intéresse à tout ce qui est traitement des déchets, tout ce qui est consommation d'énergie? Et enfin, il y a l'aspect légal. Quelles sont les lois sur les monopoles, le droit du travail, les normes et sécurité? Donc, une société qui veut s'installer dans un pays, elle est censée réaliser cette analyse PESTEL, à savoir ces 6 éléments qui sont aussi importants les uns que les autres, politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très lent dans cette présentation. Alors, je précise que donc, le but de ce complément, c'est de vous permettre de voir un peu quels sont les différents aspects sur lesquels on s'intéresse quand on veut réaliser un projet entrepreneurial. Et je rappelle que, en fait, voilà, donc là, vous travaillez sur un projet
C'est plus l'aspect étude, réalisation de prototypes, etc. Mais le but, c'est de vous mettre un peu dans le bain parce que euh, euh, prochainement, vous allez être confronté au marché du travail et donc vous allez travailler dans une entreprise et donc c'est bien d'être initié aux différents aspects dans l'entreprise avant de pouvoir l'intégrer, Inch'Allah, dans un futur qu'on espère très proche. Voilà, voilà. Merci pour votre attention et si tout va bien, d'autres parties vont suivre, Inch'Allah. Au revoir.